Alors Stéphane Ravier, du coup, je rebondis donc sur la fin de l'Algérie française, en tant que jeune homme marseillais d'abord, et puis en tant qu'homme politique. Comment ressentez-vous la question de l'Algérie si importante à Marseille, où les Français rapatriés se sont installés si nombreux? L'Algérie est importante à Marseille. Ça se saurait. Les Français rapatriés. Quand j'ai débuté mon action politique militante il y a un certain nombre d'années, et vous n'étiez donc pas né, est-il utile de le rappeler, je me suis rendu dans les permanences, comme on appelait, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, hein. Et c'est curieux parce que j'entendais beaucoup de ces patriotes que je pensais être marseillais, en tout cas j'attendais d'eux qu'ils aient un accent marseillais, mais il y avait un accent déjà différent. Et on ne buvait pas du Ricard, ni même du Pernod, pourtant on buvait de la Nisette, mais on préférait boire du Cristal. Et à l'apéro, c'était plutôt la Kenya. Et ces patriotes composaient en grande partie ces militants que je découvrais, et il s'agissait donc de mes compatriotes pieds noirs. Alors j'ai appris à les connaître eux, personnellement. Je me suis rendu compte de ce qu'on ne nous enseigne pas dans les livres d'histoire. On nous enseigne même une contre-vérité, voire un énorme canular, parce qu'à écouter les discours officiels, les pieds noirs, ce sont tous des riches propriétaires, exploiteurs, etc., limite esclavagistes. Eh bien, je découvrais des anciens dockers, des anciens employés, des petits fonctionnaires, des agriculteurs, enfin, ce qui faisait que là-bas, il y avait la France. D'ailleurs, il y a un ministre de l'Intérieur devenu président de la République qui avait dit à l'époque l'Algérie, c'est la France. Donc c'était des Français comme moi, mais avec un petit accent. Et puis j'ai découvert leur histoire, qui est aussi la mienne en tant que Français. Et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais entendu ici et là, et surtout sur les médias officiels, dans les discours officiels, dans les cours officiels de l'éducation dite nationale. Des patriotes, une armée d'Afrique. C'était d'abord une armée d'Afrique. Les pieds noirs et les Corses sont ceux qui ont été les plus mobilisés pour libérer la métropole, la France. Monte Cassino. Entre autres, oui. Des patriotes, des Français qui avaient, contrairement à ce que peut dire une sénatrice marseillaise qui a osé affirmer il y a quelques semaines sur un plateau de télévision que les Algériens avaient construit la France. Alors j'ai été obligé de lui faire savoir que ce n'étaient pas les Algériens qui avaient construit la France, mais que c'était les Français qui avaient fait naître l'Algérie. Absolument. Et j'ai découvert que la deuxième ville de France en 1962, c'était pas Marseille, c'était Alger. Parce qu'il y avait là une activité économique florissante qui avait été créée justement par la France, par les Français, par les pieds noirs, et puis par les harkis. J'ai découvert leur supplice, j'ai découvert leur chemin de croix, leur abandon par celui qui avait permis qu'ils reviennent au pouvoir, et puis en leur disant qu'il les avait compris pour mieux les trahir. Les pieds noirs et les harkis qui avaient fait le choix de la France. J'ai découvert leur martyr, j'ai compris pourquoi la date du 19 mars ne pouvait être commémorée, ne pouvait être célébrée, parce que j'ai découvert que les massacres avaient été plus nombreux, les massacres de pieds noirs, de Français en général, avaient été plus nombreux après le 19 mars 62 qu'avant, que pendant la guerre où le 26 mars, je me rends chaque année à la paroisse du Sacré-Cœur pour me souvenir en même temps que mes compatriotes de ce massacre perpétré par l'armée française. C'est l'armée française qui tire dans le dos de ces pieds noirs, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui s'apprêtent simplement à apporter nourriture, médicaments à une population qui est en quarantaine, si on peut dire. J'apprends que le 5 juillet 62 à Oran, eh bien, des milliers de mes compatriotes sont massacrés par les fanatiques du FLN et que l'armée française reste l'arme au pied, sur ordre de... On ne sait qui.
En vérité, vous comprendrez bien que même si je ne suis pas pied noir, je ne peux pas avoir toutes les qualités, je ne peux pas être tout à fait gaulliste. Je ne peux pas, c'est pas possible. C'est une flétrissure que l'homme de l'ombre de la résistance, qu'on ne doit pas oublier aussi, que celui qui a voulu créer l'Europe à 6 pour permettre à la France de se développer, de retrouver sa série 62, tout de suite, hein, très vite, très vite. Je crois qu'ils ont compris que le pouvoir FLN n'était une dictature qui ne lâcherait pas l'affaire du jour au lendemain. Eh bien, ce sont des millions d'Algériens qui se trouvent ici, chez nous, et qui, pour certains d'entre eux, ne nous disent pas merci pour les avoir accueillis. Et ma crainte, c'est que ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, l'agitation politique, si elle devait se développer, entraîne une vague migratoire, mais là, ça serait plus une vague, ça serait une déferlante, une submersion migratoire. Parce qu'évidemment, le réflexe, ça ne serait pas pour eux d'aller chez les voisins marocains ou tunisiens. C'est curieux de vouloir quand même sans cesse revenir vers le pays dit colonisateur. On n'est pas un paradoxe près. Donc moi, le souci, l'inquiétude que j'ai pour mes compatriotes marseillais, français, c'est que la situation dégénère en Algérie parce que le FLN n'a évidemment pas quitté le pouvoir, même si Bouteflika a été obligé de le faire. Il y a quand même la nébuleuse de la famille Bouteflika, mais surtout le parti FLN qui est au pouvoir. Alors ça réjouit la sénatrice de Marseille, Madame Samia G. C'est le point G de Marseille, qui se dit, elle, fière d'être FLN. Nous avons une sénatrice de la République française qui se dit fière d'être FLN, comme toute sa famille. Quand on a des représentants comme ça, on a du souci à se faire pour Marseille et pour la France. Voilà mon souci, la crainte que j'ai pour l'avenir proche de Marseille, parce que ça peut dégénérer très vite. Et Marseille et le reste de la France, c'est que le roman de Jean Raspail, Le Camp des Saints, ne voit le jour encore plus vite qu'on ne le vit aujourd'hui. Alors, Eric Zemmour, est-ce que vous voyez du coup cette immigration actuelle comme la réplique de la colonisation alors ça va vous amuser parce qu'on va faire le récit de l'Algérie à front renversé. C'est-à-dire que moi, je suis enfant de pied noir. Ou plutôt, comme je dis toujours, moi j'ai été colonisé par la France et mes ancêtres se sont agrégés au peuple pied noir. C'est ça la réalité. Parce qu'en fait, j'ai été colonisé 2 fois, moi. Mon père plaisantait toujours en disant aux Arabes qui côtoyaient dans le 18e, l'Algérie, elle est à moi. J'étais là avant vous tous. Et c'était vrai. Et si vous voulez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? La France qui cherche, après sa défaite, à chaque fois à retrouver son rang après chaque défaite. Et donc après 1815, on se dit comment rebondir. Et il y a l'Algérie. L'Algérie, ça fait des siècles, vous m'entendez, que les puissances européennes se disent « on va aller là-bas et on va arrêter ce cirque ». Quel cirque? Depuis des siècles, il y a des bandes de pirates qui attaquent tous les bateaux sur la Méditerranée, qui les agressent, qui les volent, qui envoient les femmes en Arabie Saoudite, qui tuent les hommes, ou qui en fait des eunuques, qui tuent les enfants, ou qui les met en esclavage. Ça fait des siècles. Vous savez, la pièce de Molière, mais qu'allait-il faire dans cette galère? C'est ça. Bien sûr, c'est les barbaresques. C'est ça qu'on appelait les barbaresques. Et donc, depuis des siècles, les Espagnols, les Français, les Anglais se disent « mais c'est pas possible, il faut y aller, quoi. Il faut détruire ce nid de pillards. » Même les États-Unis, qui sont une jeune puissance à l'époque, y ont pensé. Même Napoléon y a pensé. Enfin bon, il avait d'autres chats à fouetter. Et donc, en 1830, Charles X se dit « bon, c'est le moment. » En plus, il a une très bonne marine. C'est le paradoxe qui a été préparé par Napoléon parce qu'il voulait prendre sa revanche de Trafalgar. Il n'y a pas eu le temps. C'est les bateaux qui ont été construits en 1810, hein, je rigole pas, qui arrivent en 1830 à Alger. Et on prend Alger. Et là, on veut uniquement en finir avec les barbaresques. Donc on n'a pas du tout envie de coloniser l'Algérie. Et on est en 1830, pendant 10 ans, tout le monde hésite. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Il faut vous dire qu'à l'époque, ce territoire immense, comme l'a très bien dit le sénateur, ça n'existe pas. En fait, c'est
un territoire qui est sous domination théorique de l'Empire ottoman, mais en fait l'Empire ottoman ne gouverne rien. Vous voyez, c'est vraiment le désordre, rien du tout. Il y a 2 millions de personnes qui y vivent. C'est énorme. Sur les bords Sur un territoire immense. Ah non, pas Alger. Sur l'ensemble du territoire. Un territoire immense. La France, c'est 28 millions à l'époque. Hein. Vous voyez le renversement démographique, vous me voyez venir à la fin de l'histoire. Bon. Donc, il y a ça, et les Français hésitent. Et il y a dans une page absolument savoureuse dans Choses vues de Victor Hugo, qui dîne avec le général Bugeaud, la veille de son débarquement en Algérie en 1840 pour pacifier l'Algérie. Les fameux combats avec Abdelkader, etc. Et Bugeaud lui dit « j'ai pas du tout envie d'y aller ». Mais alors vraiment, pas du tout. Le mec s'est payé la campagne d'Espagne, vous savez, en 1810 avec Napoléon. Il n'a pas du tout envie de recommencer avec les mêmes, parce que pour lui, c'est les mêmes. Vous voyez, les Espagnols et les Arabes, pour lui, c'est des morts. Il ne fait aucune différence. Vous voyez ? Donc ils lui ont pourri la vie dans sa jeunesse. Il n'a pas du tout envie de recommencer quand il est général. Bon. Et Victor Hugo, vous pourrez aller chercher, c'est dans les pages, c'est au premier tome de Choses vues, c'est absolument magnifique. C'est Victor Hugo qui lui dit « mais pas du tout, mon général, vous avez tort. Il faut y aller, il faut coloniser, il faut apporter la lumière à des peuples dans l'obscurité. Nous sommes la Grèce du monde, nous devons apporter la lumière au monde. » Et Bugeaud y va. Et Bugeaud commence à se battre, on a appris à l'école, et avec Abdelkader, la Smala d'Abdelkader, etc. Peu importe. Et là, dans les autres colonies, il y a eu 2 choix de fait. Il y a l'extermination. C'est-à-dire les Anglais, eux, ils exterminent. Ils ont exterminé les Indiens en Amérique, ils ont exterminé en Australie, ils ont exterminé en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Hein. Les vraies inventions des génocides, c'est les anglo-saxons. Les Indiens, c'est... On en parle moins. On n'en parle jamais. Vous pouvez le dire. On n'en parle jamais. Ils ont exterminé. Ou alors, il y a la technique espagnole. C'est... je prends les femmes, je convertis tout le monde au christianisme et je fais du métissage à haute dose. Ça donne le Mexique. Vous voyez, il y a 2... Voilà. Conversion au christianisme et métissage, Mexique. Extermination, anglo-saxon. En gros, les catholiques, ils convertissent et ils épousent. Les protestants, ils tuent. Je vous assure, c'est à peine schématique. Vous applaudissez qui, finalement? Mais c'est la vérité historique, je suis désolé. J'espère qu'il n'y a pas trop de protestants et qu'ils vont pas m'en vouloir, mais c'est un peu la vérité quand même. Et donc, en Algérie, on a le choix entre les deux. Et, plaisanterie mise à part, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais on ne choisit pas entre les deux. C'est-à-dire que, vous savez, l'armée qu'on envoie en 1830, c'est déjà l'armée issue de la Révolution, de la grande armée de Napoléon, etc. Donc c'est plus les croisades. Donc on ne convertit pas. C'est une armée révolutionnaire. Donc c'est une armée laïque. Donc on n'a pas du tout envie de convertir. Même si, en douce, on dit aux prêtres et on dit, bon, bah, essayez de convertir, ils ne sont pas si nombreux. Et il y a des conversions de Kabyles en particulier, vous voyez, qui ont eux-mêmes été convertis des siècles plus tôt à l'islam. Mais on ne convertit pas en masse. Et alors, certains disent, bon, bah, on va tous les tuer, comme font les Anglais. Et Napoléon III, puisque entre-temps il y a eu Louis-Philippe, il y a eu Napoléon III, je vous passe les... Napoléon III dit, non, je ne veux pas d'Indiens. Vous voyez, quand aujourd'hui, le FLN nous accuse de génocidaires, ça me fait toujours quelque chose. Parce que justement, le choix historique de la France, pour des raisons humanistes, et c'est pour ça qu'on n'y est plus, c'est justement parce qu'on ne les a pas génocidés. Contrairement aux anglo-saxons, vous voyez, en Amérique, personne ne les emmerde. En Australie, il y a 3 Indiens qui se battent en duel. Ne tirez aucune conclusion de ce qui vient de être dit. Non, mais c'est ça la réalité historique. Donc c'est vraiment fort de café de nous accuser de génocide, vous voyez? Au contraire. Et vous avez tout à fait raison, c'est la France qui fait l'Algérie. D'ailleurs, le mot même Algérie date de 1836. C'est une invention de la France. Les frontières de l'Algérie, c'est une invention de la France, qu'on prend au Maroc et compagnie. Ça n'existe pas, ce pays. Donc c'est vraiment la France qui le fait. Les plaines de la Mitidja, c'est la France. Oran, c'est la France, etc. Et à partir de la Troisième République,
On tente une colonisation de peuplement. C'est les fameux pieds noirs. Et vous avez eu tout à fait raison de dire, moi, mon grand-père était cordonnier, vous imaginez. Ah oui. Donc, on sent l'exploiteur, là. Oui, ça, on sent, c'est le